Salut Booktube! Après mon top des sagas de fantasy, je voulais faire un autre top puisque je trouvais que certains livres avaient été beaucoup trop délaissés par mon top de saga, puisque soit ce sont des stand-alone, soit ce sont des livres individuellement dans des sagas qui m'ont vraiment marqué. Il y aura certains livres que vous retrouverez dans les deux, en fait des livres qui font partie d'une saga dont j'ai déjà parlé évidemment dans mon top des sagas. Mais là, je vais vous parler de mon top de livres de fantasy au moment où je filme cette vidéo. Ce sera un top 10, donc ce sont des livres pris individuellement. Évidemment, si c'est des derniers tomes de saga, il vaut mieux avoir lu le reste de la saga, hein, bien sûr. Mais vraiment, ce sont ces livres individuellement. Je vous expliquerai un petit peu plus pourquoi. On va passer du moins meilleur au meilleur meilleur. Parce que je peux pas dire moins bon vu que c'est dans mon top de la vie entière. Donc voilà, on va y aller tout de suite. En 10e position, j'ai Trace of the Emerald Sea ou Trace de la mer émeraude de Brandon Sanderson. Je l'ai lu à sa sortie tout début janvier 2023. Il s'agit du premier projet secret de Brandon Sanderson. J'avais adoré ce livre, j'ai adoré tout dans ce livre, le ton, le côté conte de fées réaménagé à la sauce un petit peu 21e siècle, avec un côté très humoristique, un humour très particulier qui ne conviendra certainement pas à tout le monde. Aussi le côté toujours avec Brandon Sanderson du système de magie extrêmement intéressant, avec une recherche, un côté scientifique de vouloir comprendre ce système de magie, une candeur aussi et une envie de savoir, une envie de comprendre que j'adore dans les livres, un côté apprentissage également que je trouve extrêmement bien. J'ai adoré ce livre, évidemment, il est dans ce top. J'ai beaucoup aimé les personnages, l'histoire était clairement en dessous, mais honnêtement, ça ne m'a pas dérangé parce que tout le reste, l'ambiance, la magie, les personnages, l'humour, le ton, tout le reste fonctionnait à merveille et m'a fait lire ce livre en une journée. J'en avais fait une vidéo dédiée à l'époque, n'hésitez pas à aller la voir, c'était trop bien. En 9e position, on a Carry On de Rainbow Rowell, qui est un livre qui se place pour moi entre le contemporain et la fantasy. C'est évidemment de la pure fantasy puisque on va suivre l'histoire de Simon Snow dans une école de magie, parce que Simon Snow est le Chosen One, c'est lui qui, d'après une prophétie, doit sauver le monde, mais c'est le pire Chosen One à avoir jamais été choisi puisqu'il ne sait rien faire avec sa magie. Il a juste une puissance incroyable mais il ne sait pas la contrôler et donc c'est assez embêtant. Et on va suivre un petit peu sa rivalité et sa haine pour son compagnon de chambre qui s'appelle Baz, et c'est un peu en mode relation entre Drago et Harry dans Harry Potter 5 et 6. Simon suit Baz tout le temps, il vérifie qu'il ne fait rien d'immoral, il vérifie que tout va bien, etc. Et après ça va développer sur d'autres choses. Je dis que c'est un peu en mélange avec du contemporain parce que si on est dans un univers magique qui est indéniable et si la magie a une place énorme, on est vraiment sur des relations entre les personnages, des relations d'adolescents qui se cherchent, qui essayent de comprendre qui ils sont, qui vont tomber amoureux, qui vont découvrir leur corps, qui vont découvrir leurs désirs, etc. Et ça c'est extrêmement bien fait. Rainbow Rowell est avant tout une autrice de contemporain et ça se ressent dans toutes les pages de ce livre. C'est juste magnifique, je pense que c'est un de mes plus gros ships ever. C'est extrêmement mignon, extrêmement doux, très drôle également. Le personnage de Baz est un des personnages les plus drôles que j'ai rencontrés dans la littérature, je l'adore. Et vraiment, Carry On était trop bien, une révélation quand je l'ai lu. C'est un livre qui me rend toujours aussi nostalgique, que j'aime toujours autant. Ensuite, en 8e position, on a un livre qui est très connu, qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Il s'agit de The House in the Cerulean Sea de TJ Klune, ou La maison au milieu de la mer céruléenne. Dans ce livre, il s'agit encore une fois d'un livre tout doux, un livre hyper réconfortant. C'est de la cozy fantasy puisque
on va suivre un personnage qui est un employé de bureau qui va voir des orphelinats pour s'assurer qu'ils respectent bien la législation, et il va se retrouver dans un orphelinat pas comme les autres puisque les enfants sont tous très particuliers. Et quand je dis particulier, c'est super naturel, hein, voilà. Avec un enfant qui pourrait être à terme très très dangereux. Mais en fait, il se rend compte très rapidement qu'il s'agit d'enfants, qu'ils ont toutes les caractéristiques, toute la mignonnerie des enfants, que le responsable de l'établissement est absolument génial avec eux, qu'il les connaît extrêmement bien, qu'il sait parfaitement s'en occuper, et on va avoir petit à petit un personnage qui va changer, qui va se lier d'amitié avec ce directeur de l'établissement, qui va se lier aussi et s'attacher à tous les enfants individuellement, et ça j'ai trouvé que c'était extrêmement touchant. C'est un livre qui fait du bien, c'est un livre honnête, c'est un livre brut, c'est un livre qui est sur la douceur, la bonté des enfants et en même temps l'horreur du monde, mais fait de façon toute douce, toute gentille. Ça donne énormément d'émotions, je vous dis, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, c'était extrêmement bien, j'adore ce livre. En 7ème position, je vais vous parler de Vicious de V.E. Schwab, qui est un premier tome d'une trilogie désormais, annoncée trilogie en tout cas. Il y a 2 tomes pour le moment qui sont parus, mais c'est un tome qui se lit de façon totalement isolée. À la base, c'était censé être un stand-alone. Et dans Vicious, on va suivre 2 protagonistes qui sont Eli et Victor, qui sont tous les deux des étudiants dans une université qui vont faire un travail sur la recherche sur les extraordinaries, avec l'hypothèse que les near-death experiences, ou les NDE comme ils les disent, donc les expériences de mort imminente, sont responsables de la création de ces extraordinaries qui ont des pouvoirs un peu comme des super-héros. On va suivre ça pendant que les 2 protagonistes travaillent ensemble là-dessus, et aussi une timeline plus tard où ils veulent s'entretuer en gros, et on ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux. C'est un livre qui écrit extrêmement bien les personnages gris, qui écrit des personnages détestables. Et tout le monde est un connard dans ce livre en fait. C'est vraiment, il n'y a pas de bon ou de mauvais, non, c'est juste tout le monde est mauvais, tout le monde est un gros con. Et donc, on a un peu ce postulat de base, et en vrai, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait, extrêmement intéressant. La psychologie des personnages est hyper bien retranscrite, je trouve que c'est vraiment la force du livre, et également voir tout ce qui se passe à l'université, c'est vraiment la partie qui m'a le plus subjuguée, c'est vraiment le truc où on les voit aller droit dans le mur et on ne peut pas s'empêcher de regarder tellement c'est fascinant, tellement c'est bien retranscrit. Vraiment, c'est un de mes livres préférés de l'autrice, c'est mon livre préféré de l'autrice en fait. Et j'adore ce livre, vraiment. Si vous aimez les personnages gris, si vous aimez les thématiques de santé mentale aussi, des thématiques sur la psychologie des personnages, on va vraiment faire l'emphase là-dessus. Vraiment, lisez Vicious parce que c'est hyper bien. Il a été traduit chez Lumen comme tous les livres de l'autrice, mais vraiment c'est hyper bien. En 6ème position, on a Clockwork Princess, donc le 3e tome de The Infernal Devices, et qui fait pour moi toute cette saga, puisque le tome 1 est clairement en dessous. Dans le tome 2, on commence à vraiment s'attacher aux personnages, et le tome 3, je crois que j'ai rarement autant pleuré dans un livre que dans ce tome 3. Il se passe des choses absolument horribles qui sont encore renforcé par tout l'amour qu'on a eu pour ces personnages au fil des 2 premiers tomes. Je ne vais pas vous en parler plus, j'en ai parlé en détail dans ma vidéo sur Cassandra Clare, j'en ai parlé dans mon top de saga de fantasy. Le tome 3 est clairement au-dessus des 2 autres parce qu'il m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps, plus que beaucoup d'autres livres, donc voilà, j'ai été traumatisée par ce livre, mais il est magnifique. En 5ème position, un livre qui va surprendre beaucoup de gens, je pense. Beaucoup de gens à qui je n'en ai pas parlé spécifiquement de ce livre. Et il s'agit de A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas. C'est le tome 2 de la saga A Court of Thorns and Roses. Et je l'ai mis extrêmement sciemment individuellement. C'est aussi une des grosses raisons pour lesquelles je voulais faire ce top, en plus des stand-alone. C'est une des grosses raisons pour lesquelles je voulais faire ce top. Puisque, pour moi, ACOTAR est plutôt pas mal. Ça va, ça passe. ACOWAR, le 3e tome, est extrêmement décevant. Et juste Akoma fait parfait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire en fait.
En fait, pour moi, cette trilogie, elle est faite par ce tome 2. Et il n'y a que ce tome 2 qui existe dans ma tête, dans cette trilogie. Ce qui n'a pas marqué tant de gens que ça, mais qui moi m'a profondément marqué de par le moment où je l'ai lu, de par la façon dont je l'ai lu aussi, c'est toute cette dimension de santé mentale que j'ai ressentie extrêmement prégnante dans ce texte. On a du syndrome post-traumatique, on a de l'anxiété, on a de la dépression qui est retranscrite avec une justesse que je trouve absolument incroyable. La protagoniste vit des choses absolument terribles dans la première partie du texte et c'est vraiment un de ces livres où on va s'appesantir sur les conséquences des choses qui se sont passées. Il se passe des choses à la fin du tome 1 et on aurait pu s'arrêter là. On aurait pu dire comme dans beaucoup de trucs de fantasy, bah là l'histoire s'arrête. Mais là non. Et en fait, pendant une majeure partie de ce livre, il se passe pas grand chose finalement. Et on a vraiment les conséquences psychologiques de tout ce qui s'est passé dans le tome 1 et de tout ce qui va se passer dans le début de ce tome 2. On a ça et en même temps on a une relation qui va se tisser, sans plus de spoilers, mais qui est extrêmement belle, que j'adore, même si bon maintenant j'en ai j'ai des choses à en redire évidemment, mais que j'aime énormément, qui est extrêmement angsty, avec beaucoup de connotations sexuelles, etc. Mais qui est extrêmement bien fait. J'ai un peu toujours cet adage avec Sarah J. Maas qui est que en fait elle sait extrêmement bien faire le slow burn et l'angst, mais à partir du moment où les personnages commencent à coucher ensemble, ça devient tout pourri. Bah là c'est un peu ça. J'ai trouvé que cette relation angsty en particulier était extrêmement bien faite. J'adore ces personnages ensemble, j'adore les autres personnages, mais vraiment la gestion de la santé mentale dans ce livre est quelque chose qui me reste encore en mémoire. J'ai encore la vision de certaines scènes qui me restent ancrées dans ma mémoire. Pareil, c'est un livre qu'il faudrait que je relise, mais de façon complètement isolée, je pense. Mais le troisième tome, ce qui est sûr, c'est que je le relirai jamais. Mais vraiment, ce deuxième tome était juste incroyable, hyper juste en termes d'émotion, en termes d'évolution des personnages. En termes de tout ça, il était extrêmement juste. J'ai adoré et vraiment une pépite. En quatrième position, on s'approche du podium, j'ai Mistborn, le troisième tome du Fils des Brumes, parce que c'est celui qui clôture la saga, c'est celui qui nous apprend tellement de choses, c'est celui où il y a tellement de retournements de situation, tellement de révélations, on comprend tellement de choses sur tout ce qui s'est passé depuis le début de cette saga. Les personnages évoluent d'une force. Enfin voilà, vraiment ce tome 3 était juste incroyable. Je me souviens encore de la fin qui était déchirante parce que déjà c'était la fin d'une saga et si vous l'avez lu vous savez pourquoi. Mais il y a tellement de choses en fait dans ce tome 3, c'est difficile d'en parler parce que déjà c'est un tome 3, ça fait un moment que je les ai lus aussi, les Mistborn. J'ai trop hâte d'y retourner avec le Cosmere Long. Mais vraiment, ce tome 3 était incroyable. On apprend tellement de choses, tout se met en place en fait. Il y a tout ce qui est lancé dans les deux premiers tomes. On avait des réponses, mais partielles. Et là, il y a tout qui s'imbrique. Et c'est tellement satisfaisant, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien mené qu'on ne peut qu'adorer ce livre, je trouve. Et peut avoir cette satisfaction d'un truc qui fonctionne de A à Z, quoi. On voit que Brandon Sanderson est un planificateur à outrance, ça se sent dans tous ses textes et Mistborn ne fait évidemment pas exception. J'ai beaucoup aimé et franchement c'était trop bien. Ensuite on arrive sur le podium et à la troisième place de ce podium je vais parler de Meute de Karin Renberg que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, qui a été un coup de cœur absolu. Si vous avez vu ma vidéo sur le sujet, vous avez compris que j'avais adoré ce livre. C'est un livre qui me restera en tête pendant extrêmement longtemps. C'est un livre que j'ai trouvé d'une bonté, d'une bienveillance absolument géniale. Les relations sont d'une bienveillance que j'ai rarement vue dans un livre, tout en ayant un univers extrêmement dur, extrêmement violent. Et c'est aussi une façon de montrer que peu importe le monde dans lequel on vit, on peut être bienveillant, on peut s'entraider, on peut être bons les uns avec les autres et ça je trouve que c'est extrêmement bien. J'ai vraiment adoré. On a encore une fois ces thématiques de santé mentale qui sont juste tellement bien retranscrites. On a
un stress post-traumatique et une représentation du trauma qui est juste parfaite, qui est d'une beauté, d'une justesse et encore une fois d'une bienveillance tellement belle que c'est difficile de faire mieux, je trouve. On a aussi tellement de représentations autres, on a de la représentation de personnages gays, de personnages asexuels, de personnages de couleur, de personnages avec des handicaps, de douleurs chroniques, etc. Et ça passe tellement bien, ça fait pas icône gay, ça fait pas le personnage LGBT parce qu'il fallait en mettre un. Non, les personnages sont comme ça, ils sont tellement plus que ça, ils sont tellement réels, tellement riches, tellement tout ce que vous voulez et juste, ils sont parfaits comme ils sont tellement riches que c'est pas juste ça et c'est ce que j'ai trouvé hyper bien fait, hyper bien représenté et vraiment j'ai adoré Meute. Il y a une plume qui est aussi magnifique, qui porte ce livre d'une façon incroyable, d'une façon dingue et qui représente tous les enjeux à la perfection. Vraiment, si vous aimez la belle prose, si vous aimez les relations bienveillantes, etc., lisez Meute parce que je pense que ça ne vous laissera pas indifférent. Si vous voulez un avis un peu plus détaillé, je vous laisse ma vidéo dédiée. Vraiment, c'était un livre que j'ai adoré. En deuxième position, on a La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Alors ce livre, j'ai une relation un petit peu particulière avec lui parce que c'est un livre où en fait je suis très peu attachée à l'histoire et les personnages me laissent soit m'agacent, soit me laissent un petit peu indifférente. Il y en a très peu que j'aime beaucoup. Soit c'est des personnages avec qui je ne suis pas du tout d'accord dans leur concept, hein, dans leur personnalité quoi, et dans leurs valeurs. Mais c'est un livre qui est absolument porté par sa plume. C'est vraiment la beauté et le caractère unique de ce livre qui est juste magnifique pour ça. Pour moi, c'est vraiment un livre littéraire en fait. C'est vraiment un livre qui ne se vit pas par ses personnages, par son histoire, etc., mais qui se vit par sa plume. Et c'est à ce sens-là un livre extrêmement unique. On a une multitude de points de vue et c'est la façon de gérer les points de vue est hyper intéressante puisque ils vont tous être dans une horde avec une formation très particulière et en fait chacun est représenté par sa place dans la formation. On a un petit marque-page d'ailleurs avec la liste pour s'y retrouver. Mais en fait ce qui est assez fou c'est que malgré la multitude de points de vue, au bout d'un moment on n'a plus besoin de ce marque-page parce qu'au bout d'un moment, en une phrase on sait qui parle. Les personnages ont tous des voix tellement différentes qu'on sait directement qui parle, qui est important. Et c'est ça que j'ai trouvé incroyable, c'est ça que j'ai trouvé hyper novateur, hyper intéressant et juste un coup de maître quoi. Et c'est pour ça que j'aime La Horde du Contrevent et vraiment quand je dis c'est pour l'écriture que je l'aime, c'est vraiment pour ça. Je saurais pas vous dire d'autres vraies raisons parce que c'est vraiment pour ça que je le mets à cette place là. Et c'est un livre qui m'a profondément marqué pour ça. Et enfin, la première place. C'est un peu redondant avec mes sagas préférées, mais en première place, je vais mettre Elana l'Envol, donc le tome 2 du Pacte des Marches-Ombres de Pierre Bottero. C'est mon tome préféré de loin de la trilogie, c'est le tome où on se concentre énormément sur ce côté apprentissage que j'adore, hein, déjà avant, mais encore renforcé par ce livre. C'est un tome où on grandit aux côtés de la protagoniste, où on apprend avec elle, truffé de beaux messages, mais qui ne sont pas martelés, qui sont passés avec une beauté, une douceur, une subtilité, qui sont assez incroyables. C'est des citations où je me réfère encore, je l'ai cité en dissertation de philo, enfin... Voilà, c'est ce genre de texte, c'est un texte qui m'a profondément marqué, c'est un texte qui se lit tout seul, c'est un jeunesse, mais en même temps il est tellement mature, il est tellement important, il est tellement réaliste, il est tellement fondateur dans ma vie et dans la vie de beaucoup de personnes je pense. La découverte d'Elana c'était vraiment une expérience hors du commun et ce deuxième tome en particulier, il aborde tout en fait. Il aborde l'apprentissage, il aborde le fait d'être adolescent, le fait de grandir, le fait de voir ses envies, ses désirs changer, les relations amoureuses, sans avoir de vraie romance, mais juste
ça aborde ce sujet parce que ça fait partie de la vie aussi. On aborde le deuil, on aborde la vengeance, on va... tellement de choses, il y a tellement de choses qui vont être abordées dans ce tome. Et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment le meilleur. La plume de Pierre Bottero y est magnifique, mais comme toujours dans les Pactes des Marchombres, vraiment c'est une plume unique. On lit du Pierre Bottero, on sait que c'est du Pierre Bottero, ça peut pas s'imiter, c'est juste une plume tellement unique, tellement belle et tellement fondatrice à mon sens. Enfin voilà, c'est vraiment juste un livre qui me reste en mémoire à vie pour son personnage, pour ses messages, pour son apprentissage, etc. Et si vous ne les avez pas découverts, je pense que je referai une vidéo dessus, mais si vous n'avez pas découvert le Pacte des Marchombres, Lucie l'a lu récemment pour la première fois, et a priori c'est toujours aussi bien si on le découvre à l'âge adulte. Vraiment, allez-y, lisez le Pacte des Marchombres, je pense que vous ne serez ni déçus des personnages, des messages, ni de la plume, parce que peu importe l'âge, on peut en retirer des choses incroyables, j'en suis convaincue. C'était la fin de ce top 10, donc comme je l'ai dit précédemment, le but c'est de lire beaucoup plus de livres de fantasy un peu renommés et donc de voir comment évolue mon top. Je sais pas si je le ferai annuellement, mais peut-être que ce sera dans 2 ans ou quoi que ce soit pour revenir et voir ce qui a changé. Donc là on est sur une base et pour voir comment vont évoluer mes avis. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi quels sont vos tops personnels, si vous avez des choses où vous êtes complètement d'accord ou complètement pas d'accord avec moi. N'hésitez pas à partager en commentaire. En attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.